Hein, donc je ne vais pas faire d'approche technique. Donc je sais que vous avez un cours sur les comics, et puis vous avez un cours sur les héroïnes, c'est ça, hein, dans la science-fiction, c'est ça. Alors moi je vais vous parler de ceux que je connais, un petit peu du moins, c'est-à-dire en fait, et ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire la naissance de la science-fiction, non pas comme on l'enseigne ou comme on la voit de manière classique avec Jules Verne il y a 150 ans, puisqu'en gros 5 semaines en ballon c'est 1863, donc l'année prochaine c'est 150 ans. Mais je vais vous voir avec vous la naissance de la science-fiction par le biais de l'utopie et comment, c'est l'une des choses que j'aime bien étudier, comment finalement on voit un glissement très progressif et qui passe par les sciences, qui passe notamment par l'astronomie, de je dirais, de l'utopie à proprement parler à la science-fiction, et peut-être vous montrer comment ce glissement, quelles sont les raisons de son glissement, pourquoi d'une certaine manière il était un peu inévitable, et pourquoi aujourd'hui encore la science-fiction me paraît être le prolongement de l'utopie. Et ma formation, moi je suis historien des idées politiques, donc évidemment m'amène à justifier cela par des idéologies et par un contexte intellectuel que je vais essayer de reprendre avec vous. Donc je vais vous donner un petit peu, c'est ce que je dirais là, réglage préalable à l'observation, comme si on faisait une observation astronomique. Je vais vous rappeler les magnitudes utopiques à travers le temps, qui vont nous amener de la naissance de l'utopie, et on va essayer de faire quelque chose peut-être un peu d'interactif, jusqu'à la victoire, au triomphe de la science-fiction. Vous voyez, j'ai pris deux dates, 1516 et 1988. On va faire un petit quiz en même temps, on va voir si certains d'entre vous ont les bonnes références. Mais je vous rassure, évidemment, je joue avec vous, et il ne s'agit pas du tout ici de faire un concours de connaissances, mais plutôt de vous amuser. Alors, 1516, un juriste anglais récalcitrant donne naissance à l'utopie. Un juriste anglais récalcitrant donne naissance à l'utopie. 1516, 16e siècle, de qui s'agit-il? Thomas More, bien sûr. Sir Thomas More, maintenant, tous ceux qui sont accoutumés des séries télé ne manquent pas de savoir que Thomas More était le chancelier d'Angleterre sous Henri VIII Tudor, puisqu'on le voit très souvent dans la série des Tudors. Alors 1516, c'est effectivement Thomas More, Sir Thomas More, qui va écrire pour la première fois l'utopie, ou topos, c'est un néologisme qu'il crée, donc c'est vraiment lui l'inventeur de l'utopie au sens terminologique, ou topos, ça veut dire littéralement le lieu de nulle part. Alors, il y a une ambiguïté sur le ou topos. En réalité, si on prend la racine grecque véritablement, c'est à la fois où et à la fois et où. Et où, ça veut dire aussi le bonheur, le lieu de la perfection, le lieu de l'harmonie. Et en fait, cette ambiguïté marque un peu la naissance de l'utopie, c'est-à-dire qu'on n'est jamais certain, en particulier avec les utopies britanniques, qui sont quand même les plus intéressantes à étudier souvent, on ne sait jamais si on est dans un lieu qui n'existe pas, ou dans un lieu qui pourrait exister et qui serait le lieu du bonheur parfait. Et finalement, Thomas More joue avec nous, c'est-à-dire que lorsqu'il écrit l'utopie, c'est une œuvre de jeunesse en 1516, lorsqu'il écrit l'utopie, il affecte de décrire un lieu qui existe, dans une île lointaine, et en même temps, il décrit un lieu idéal. Donc il y a cette ambiguïté entre l'idéal inaccessible et le lieu du bonheur parfait qui serait caché quelque part. Alors ce juriste anglais, pourquoi il est récalcitrant? Parce que c'est un juriste, les bons juristes sont toujours récalcitrants. Il est récalcitrant avec son roi, Henri VIII, qui voulait absolument lui faire valider, en tant que chancelier, l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Alors ça, c'est ce qu'on voit bien aussi dans la série des Tudors, évidemment. Alors les raisons juridiques sont très précises. En réalité, c'est du droit canon, le droit canonique, le droit de l'Église catholique, qui au XVIe siècle est très importante, et d'autant plus importante qu'on est aussi au début de la réforme protestante, puisqu'en 1517, c'est les 95 thèses de Calvin, de Luther, qui vont être diffusées. Et donc l'idée de Thomas More, c'est évidemment que le raisonnement juridique doit primer sur l'action politique. Et donc en tant que chancelier, Thomas More est attaché à la rigueur juridique des décisions du roi. Et donc il refuse évidemment de valider l'annulation du mariage avec Catherine d'Aragon pour permettre à Henri VIII d'épouser Anne Boleyn, et ça l'amène d'abord dans la tour,
isolement dans la tour, puis ça l'amène ensuite à être décapité. Alors c'est lui qui donne naissance à l'utopie. Dans l'utopie, il décrit le contraire de l'Angleterre qu'il connaît, c'est-à-dire ça n'est pas l'Angleterre de la démesure, c'est l'Angleterre de la raison. Ça n'est pas l'Angleterre de la souveraineté à tout craint, c'est l'Angleterre du droit. Et c'est une Angleterre qui n'existe plus. Et il se sert de l'utopie comme un outil de dérision et de contestation politique. Alors par exemple, les utopiens dédaignent toutes les pierres précieuses et toutes les matières que nous considérerions comme nobles, et en réalité se jouent des représentants qui parfois viennent les voir couverts de pierreries, alors que pour eux, les pierreries sont comme des billes pour les enfants. Alors, on n'est pas dans la science-fiction. On n'est pas dans la science-fiction. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui manque à cette utopie de Thomas More pour être de la science-fiction? Dites-moi. Qu'est-ce qui manque à cette première utopie véritablement qui pourrait nous la faire voir comme de la science-fiction, d'après vous? C'est un monde qui n'existe pas, donc ça pourrait être un récit de science-fiction sur un monde qui n'existe pas. C'est un monde avec une idéologie, une structure, des institutions, un peuple, donc tout ça c'est très fréquent dans la science-fiction. Le moindre auteur de science-fiction peut créer des mondes. Qu'est-ce qu'il manque dans cette utopie pour être véritablement, qui pourrait la faire considérer comme la naissance de la science-fiction? Oui, très bien, les aspects techniques. Il n'y a pas du tout, chez Thomas More, de réflexion technique. En réalité, il s'intéresse surtout à l'agriculture, essentiellement, et il passe de longs moments à décrire les structures agricoles de l'île, de son île d'utopie. Mais il n'y a pas du tout d'anticipation, de projection ou de réflexion sur la technique. Or, on le verra, la science-fiction va naître comme la réflexion sur l'objet technique, véritablement. Alors, j'ai quelques illustrations, d'ailleurs, je réalise, que je peux vous montrer en parallèle, puisque je les ai préparées pour vous. Alors, où est-ce que je les ai mis? Voilà, ici. Donc voilà, on a simplement ici l'utopie de Thomas More. Vous voyez qu'il y a une des représentations classiques que l'on trouve et qui a été diffusée en latin, bien évidemment, à travers toute l'Europe. Alors, on a quand même quelque chose de fondamental qui est penser un autre monde qui n'existe pas, et je demande de vous retenir ça aussi, penser un monde qui soit meilleur que le monde réel. C'est quelque chose qu'on va beaucoup, vous allez voir, retrouver dans le processus de naissance de la science-fiction. On est aussi en pleine renaissance, c'est-à-dire qu'on est aussi dans une phase où les révolutions scientifiques vont changer la perception du monde, et la domination idéologique et canonique de l'Église catholique va être petit à petit battue en brèche. Et ce n'est pas que la réforme protestante qui le provoque. 1602, on est au début du grand siècle. On est dans ce siècle qui va voir aussi le triomphe d'une part des absolutismes et d'autre part des contestations idéologiques de la domination de l'Église catholique, avec de très nombreux pays qui vont basculer dans la réforme protestante, notamment une bonne partie de l'Empire, la continuation du Saint-Empire romain germanique. Alors 1602, frémissement du XVIIe siècle, un moine italien contestataire décrit la Machina Mundi. Un moine italien contestataire décrit la Machina Mundi. De qui s'agit-il? Oui, Tommaso Campanella. Fra Tommaso Campanella, alors c'est un dominicain, et c'est un dominicain qui fait partie de ce que l'on appelle, en histoire des idées politiques, les novatores. Les novatores, ce sont ces penseurs qui ne sont pas des libres penseurs, parce que, bien important de préciser, Campanella n'a jamais remis en cause la position du pape, donc il n'est pas un réformateur, il n'est pas un protestant, et il n'a jamais attaqué le dogme, les fondements de la foi. Donc il n'est ni un hérétique, même s'il a été accusé d'être un hérétique, ni un protestant, à aucun moment. Il reste un fervent catholique, défenseur de la papauté et défenseur de l'orthodoxie catholique.
Alors ce moine italien contestataire d'origine calabraise va en réalité décrire ou écrire une autre utopie qui s'appelle la Città del Sole, la Cité du Soleil. Et dans cette utopie, la Cité du Soleil, il va introduire ce que n'avait pas fait Thomas More. Il va introduire une dimension, non pas encore technique, mais une dimension de théorie cosmologique. Alors voilà ici une représentation, une parmi de nombreuses représentations de la Cité du Soleil. Alors ce qui est intéressant chez Campanella, on n'est toujours pas dans la science-fiction. On ne peut pas se permettre de dire que Campanella a écrit un récit de science-fiction, ça n'est pas le cas. Mais on a atteint un stade supérieur, c'est-à-dire qu'on imagine un monde idéal, on imagine une cité qui est la cité du bonheur, donc qui correspond bien à la définition qu'en a donnée Thomas More. Mais en plus, on y ajoute, et c'est nouveau, une justification scientifique, mais purement théorique. C'est-à-dire c'est un travail sur la connaissance scientifique, pas encore sur, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, pas encore sur l'objet technique. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, Campanella prend la défense de Galilée et de Copernic, et il va mettre en avant l'héliocentrisme. Notamment, il s'inspire des théories de Copernic, et il met en avant l'héliocentrisme, c'est-à-dire qu'il choisit dans sa cité de reprendre... Alors, c'est un homme qui est vraiment à cheval entre deux époques. Il va reprendre l'héliocentrisme, puisqu'au centre de la cité, il y a 7 enceintes dans la Cité du Soleil. Les 7 enceintes qui chacune portent le nom d'une planète. Alors, c'est une planète connue à l'époque de Campanella, en fonction des instruments d'observation qui permettaient de voir les planètes du système solaire. Donc évidemment, il ne s'agit en fait que des planètes connues jusqu'à Saturne, il ne va pas plus loin, il s'arrête à Saturne. Et parmi les planètes, il met la Lune. La perception encore du rapport Lune-Terre n'est pas évident. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il abandonne le géocentrisme traditionnel, qui jusqu'à maintenant avait prévalu et qui était un peu le dogme développé dans les connaissances, je dirais, de l'Église catholique. Et il choisit de mettre au centre de sa cité le Soleil. Et donc au centre de la cité, il place ce qu'il appelle le temple du Soleil. Alors chaque enceinte ici, dans la Cité du Soleil, porte le nom d'une planète, jusque donc du centre du système solaire, le Soleil, jusqu'à Saturne qui est la dernière. Et les solariens, nous explique-t-il, c'est comme ça qu'il les appelle, les solariens n'ont pas reçu la révélation chrétienne. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont, nous décrit-il avec beaucoup de finesse et beaucoup de malice, ils sont tenants, nous explique-t-il, d'un christianisme naturel, c'est-à-dire un christianisme qui, d'une certaine manière, n'aurait pas été pollué, gauchi, altéré par tout ce que l'Église catholique a fait depuis, je dirais, les évangiles. Alors, cette Cité du Soleil, elle a été considérée par l'Église et par la papauté comme un texte hérétique. Et ça a valu à Tommaso Campanella 27 années d'emprisonnement et de torture. C'est un contemporain de Giordano Bruno, qui a été brûlé par l'Inquisition pour avoir affirmé la pluralité des mondes. La seule différence entre Bruno et Campanella, c'est que Campanella, lui, est revenu, a avoué sa faute, a reconnu sa faute, mais il est quand même resté emprisonné pendant 27 ans. Alors, il y a un très bel ouvrage de Jean Delumeau chez Fayard, qui s'appelle « Le mystère Campanella », que je vous conseille, qui parle assez peu de la Cité du Soleil, mais qui explique le calvaire subi par Tommaso Campanella pendant ses 27 années d'emprisonnement, et il écrit la Cité du Soleil en prison. Et il la fera diffuser en latin beaucoup plus tard en France. Et c'est en France que Tommaso Campanella va se réfugier grâce à Richelieu et fera publier tardivement la Cité du Soleil. Alors la grande différence par rapport à Thomas More, c'est que la science est non seulement un élément constitutif de l'utopie, mais elle est même la clé de l'utopie de Tommaso Campanella. Alors il nous explique par exemple que l'éducation est la clé de la stabilité de la cité. Et comment les solariens s'éduquent-ils? Alors ça c'est vraiment fabuleux. C'est quelque chose qui presque préfigure nos ordinateurs aujourd'hui. Ils n'ont pas de livres.
Ils n'ont pas de livre, parce que les livres, c'est une sorte de, nous explique Campanella, de connaissance statique, donc finalement qui n'est pas vivante. Alors comment s'éduque-t-il? Eh bien, sur chaque enceinte de la Cité du Soleil, les murs sont gravés de toutes les connaissances disponibles. Et il explique, Tommaso Campanella, que les enfants, simplement en se promenant dans la cité, en marchant dans la cité, savent tout ce qu'il y a à savoir de toutes les sciences avant d'avoir atteint l'âge de 14 ans. Et d'une enceinte à l'autre, il nous décrit, alors je ne vais pas vous le décrire maintenant, je vous renvoie au texte, il nous décrit toutes les connaissances qui sont disponibles. Alors c'est évidemment toutes les connaissances de la religion, des religions, de toutes les religions du monde, donc il y a toute la diversité religieuse qui est prise en charge, toutes les connaissances de l'Antiquité, en particulier Platon y est de tout son long, hein, bien évidemment. L'influence platonicienne est très forte chez Tommaso Campanella. Et puis toutes les connaissances surtout de l'astronomie. Alors par exemple, dans le Temple du Soleil, il nous explique qu'il y a 2 maps mondes, une qui donne le nom de tous les continents de la Terre et de toutes les grandes villes de la Terre, et l'autre qui donne le nom de toutes les planètes et de toutes les étoiles connues par l'astronomie de son époque. Voilà. Donc on a quand même un élément important qui nous rapproche de la science-fiction, et cet élément important qui nous rapproche de la science-fiction, c'est la science comme en quelque sorte clé ou élément constitutif de la cité. Qu'est-ce qui manque pour faire de la science-fiction? C'est un peu la même question que tout à l'heure, donc finalement on peut faire presque la même réponse. Qu'est-ce qui manque pour dire que la Cité du Soleil est un récit de science-fiction? Oui, les applications techniques, toujours. Alors, il y en a quelques-unes chez Campanella, mais elles sont minoritaires. Et finalement, ce qui est remarquable, c'est qu'elles ne changent pas la vie des solariens. C'est-à-dire que les solariens vivent comme s'ils vivaient dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'ils ont des applications techniques. Campanella ne s'y étend pas du tout. On sait qu'ils peuvent naviguer sous les océans, par exemple. On sait qu'ils ont des laboratoires où ils savent faire coaguler le sang des animaux. Mais finalement, ça ne change rien dans l'organisation sociale. Alors il nous manque ça, il nous manque ce qui est quand même la clé des origines de la science-fiction, l'impact social de l'objet technique. Et il n'y a pas d'impact social, c'est-à-dire que la cité est organisée exactement comme la République de Platon. Là, la science apporte des connaissances, mais ne change pas la vie quotidienne. Alors troisième étape, 1627, un chancelier visionnaire invente la recherche appliquée. 1627, un chancelier visionnaire invente la recherche appliquée. Alors, de qui s'agit-il? Chancelier. Angleterre. Encore un Anglais. Alors, allez, je vous aide. C'est une œuvre inachevée. Au frontispice de cette œuvre, on voyait un vaisseau passer les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire symboliquement quitter l'ancien monde, pour aller à la conquête d'autres mondes, ou en tout cas du nouveau monde. C'est un Anglais. C'est un chancelier qui a eu un parcours politique très important. Et c'est le fondateur c'est lui qui a donné le modèle pour la Royal Society, c'est-à-dire les instituts de structure vraiment de recherche, des recherches scientifiques en Angleterre. Ça vous dit rien? Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon. Alors Sir Francis Bacon, en 1627, écrit la Nouvelle Atlantide. Et la Nouvelle Atlantide de Sir Francis Bacon, on a là franchi un pas supplémentaire vers la science-fiction, puisque cette Nouvelle Atlantide de Sir Francis Bacon, qui est une œuvre inachevée, alors là c'est vraiment amusant parce que c'est un peu comme Thomas More. Finalement, c'est une œuvre qui a été considérée par son auteur comme une espèce de pochade en quelque sorte, c'est-à-dire il faisait ça quand il avait le temps. C'est quelque chose de récréatif. Notez bien hein, ce mot récréatif parce qu'on va le retrouver. On fait ça, c'est un peu satirique, on s'amuse. Thomas More n'a jamais considéré que l'utopie était une œuvre majeure. Et je pense que s'il savait aujourd'hui à quel point on a mis l'utopie au pinacle, il serait extrêmement surpris.
parce qu'il avait presque fait ça comme un amusement, critique, oui, mais comme un amusement. Et finalement, Sir Francis Bacon, pareil, c'est-à-dire que la Nouvelle-Atlantide, il ne l'a même pas terminée. Aujourd'hui, vous la trouvez disponible en poche chez Flammarion, et vous verrez bien, elle est en 2 parties, la deuxième partie s'achève au milieu d'une description. Ça n'est pas fini. Alors cette Nouvelle-Atlantide, est-ce que j'ai une représentation? Je ne suis pas sûr de la voir ici, parce que bon, après il y a toujours des petites représentations amusantes. Je ne sais pas si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Bon, on va continuer simplement sur le PowerPoint. Voilà. Donc dans cette Nouvelle-Atlantide, eh bien, Sir Francis Bacon nous montre en revanche une science appliquée, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la connaissance fondamentale qui serait au cœur de la cité, on est dans les conséquences techniques de la connaissance scientifique et comment ces connaissances techniques changent la vie politique et changent presque l'organisation sociale. Alors, la Nouvelle-Atlantide, c'est une île, pareil, idéale, cachée, toujours avec cette ambiguïté de l'île à la fois idéale et à la fois qui existe peut-être quelque part. Et il nous explique que les Atlantes, alors c'est un clin d'œil évidemment à l'Atlantide platonicienne, il nous explique que les Atlantes peuvent tout faire. Ils ont des laboratoires de recherche, qui sont des laboratoires souterrains, et grâce à ces laboratoires de recherche, eh bien, ils peuvent voler dans les airs, ils peuvent explorer les fonds marins, ils peuvent créer de nouvelles espèces animales, donc ils peuvent pratiquer la génétique, ce que nous on appellerait aujourd'hui les manipulations génétiques. Ils peuvent écouter l'harmonie des étoiles. Ils peuvent, bien sûr, ils ont des télescopes très puissants qui leur permettent de voir les parties de l'univers que jusqu'alors étaient inaccessibles. Ils peuvent conserver les aliments. Ils peuvent congeler, par exemple, des corps pour ensuite soigner ou créer de nouvelles espèces. Bref, tout est organisé autour de la science et autour de la recherche appliquée. C'est vraiment une grande différence avec Campanella, c'est qu'il ne s'agit pas de faire de la science pour savoir, il s'agit de faire de la science pour faire. Et c'est ce côté de la praxis, de l'action, qui nous rapproche de la science-fiction. Alors politiquement, c'est très intéressant aussi, puisque dans la Nouvelle-Atlantide, d'une certaine manière, la science est au pouvoir. Puisque la cité de Sir Francis Bacon est gouvernée par ce qu'il appelle la Maison de Salomon. Et la Maison de Salomon, c'est une organisation scientifique qui détient le pouvoir politique, et ce sont les scientifiques, les chercheurs, les savants, qui orientent l'organisation politique de la cité. Le roi de la Nouvelle-Atlantide, en quelque sorte, a une fonction, on va dire, honorifique, et il suit les décisions de la Maison de Salomon. Alors cette Maison de Salomon, elle est organisée, évidemment, selon certaines strates hiérarchiques, mais surtout, elle a une mission particulière, elle doit espionner les autres peuples. Et on découvre quelque chose d'absolument remarquable. On est en 1627, on est en plein cœur du grand siècle, on est à l'ère des grands absolutismes, c'est l'absolutisme français, l'absolutisme espagnol, et on découvre l'espionnage industriel. Les Atlantes de Sir Francis Bacon explorent tout leur environnement, mais vont aussi dans les autres cités, vont aussi vers les autres nations pour en ramener les découvertes techniques et pour accélérer leur progrès technique. Et il y a une idée très chouette, très nouvelle quelque part, c'est l'idée que celui qui maîtrisera la recherche appliquée maîtrisera le progrès technique et donc pourra gouverner le monde. Et le but de la Maison de Salomon, c'est véritablement de gouverner le monde par la science. Alors ça, c'est une attaque directe contre l'Église catholique. Et en 1627, vous savez, vous vous en rappelez sans doute, l'Angleterre s'est profondément éloignée déjà du catholicisme.
hein, et la dialectique entre, je dirais, le catholicisme des Stuarts et puis ce qui deviendra ensuite la monarchie parlementaire anglaise avec le Bill of Rights de 1689, montre bien que ce chancelier ici est parfaitement dans son époque. L'idée c'est quoi? Eh bien, c'est de renoncer au dogmatisme classique de l'Église catholique, de dépasser le dogmatisme qui a été en quelque sorte le carcan de toutes les grandes monarchies jusqu'au XVIIe siècle, et d'avancer, d'accélérer le progrès humain. Quelque part, on entre presque dans la science-fiction avec une conviction qui donnera plus tard naissance au ce qu'on appellera le scientisme, l'idée que l'homme doit, par la science, déployer ses potentialités et conquérir le monde, et que son environnement attend d'être conquis par lui. C'est très symbolique aussi, puisqu'il prend le symbole de l'Atlantide. Or, je vous rappelle que l'Atlantide chez Platon était, dans le Critias de Platon, était considéré comme l'opposé de la République. Hein, si on voulait faire remonter l'utopie à Platon, on pourrait dire, hein, de façon anachronique, hein, parce que pour moi l'utopie ne naît qu'au XVIe siècle, mais on pourrait dire que la cité d'Atlantide, l'Atlantide platonicienne, est le contraire du bonheur. Elle est marquée par la démesure du dieu Poséidon qui lui a donné naissance. Alors qu'au contraire, la République, très sage, très philosophique, elle est la vraie cité idéale. Or ici, Sir Francis Bacon choisit justement l'Atlantide pour bien montrer que le savoir et le savoir technique ne doit pas être freiné par quelque dogme que ce soit. Alors il y a eu une influence très importante, hein, puisque c'est Sir Francis Bacon qui va donner le modèle de la Royal Society, qui accélérera la recherche britannique. Toujours au XVIIe siècle, je vais passer un petit peu de temps sur Bacon, mais il est vraiment, pour moi, on est presque arrivé à la science-fiction. Il manque encore quelques éléments, mais on arrive petit à petit vers la science-fiction. 1634, un astronome allemand rêve d'une utopie lunaire. Un astronome allemand rêve d'une utopie lunaire. Kepler, très bien. Johannes Kepler. Alors Kepler, bon évidemment c'est un peu excessif de le qualifier d'astronome allemand, effectivement, parce que l'Allemagne n'est pas encore une nation en tant que telle. Mais il rêve d'une utopie lunaire, en effet, puisqu'il va, Kepler, publier un texte très particulier qui s'appelle le songe, le somnium. Et dans ce songe, qu'il publie en 1634, eh bien, qu'est-ce qu'il nous raconte? Un voyage jusqu'à la Lune et une rencontre avec les habitants de la Lune, les Sélénites. C'est le premier voyage imaginaire scientifique décrit par un auteur. L'utopie n'est plus simplement une utopie sur le monde, c'est-à-dire dans une partie du monde de la Terre qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas simplement une île perdue quelque part, ça devient la conquête véritablement d'un autre monde. Et ici, en 1634, Kepler nous raconte, nous décrit une lune habitée par des Sélénites qu'il rencontre, le songe de Kepler. Alors évidemment, il y a encore l'artifice du songe, hein, c'est-à-dire on rêve un voyage, on ne peut pas admettre directement que ce voyage soit fait en réalité, donc c'est un songe, hein, il contourne la difficulté du voyage en se réfugiant dans le rêve, quelque part, mais il fait quand même un voyage lunaire. Et ce voyage lunaire, ce saut dans l'espace, c'est aussi un saut conceptuel d'une certaine manière. Alors Kepler, c'est quelqu'un de très sérieux, hein, puisque par exemple, c'est aussi lui qui va développer la connaissance astronomique en ayant recours par exemple aux observations à la lunette. Ici vous avez les observations de Galilée à la lunette astronomique en 1610, où il observe le système jovien, c'est-à-dire Jupiter et ses 4 satellites, Io, Ganymède, Europe et Callisto. Ceux qui sont des lecteurs de ciel et espace savent que dans les éphémérides de ciel et espace, on peut voir la position des satellites de Jupiter. Vous voyez, Galilée en 1610, Kepler et tous les autres avaient déjà, vous voyez, la même réflexion, le même regard déjà que nous avons toujours aujourd'hui, des siècles après, sur l'univers. Donc le songe de Kepler n'est pas du tout une fantasmagorie, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, si on était anglo-saxon, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui
le premier texte de hard science fiction. Et pour ceux qui connaissent un petit peu la science-fiction, vous savez que lorsque les anglo-saxons parlent de hard science, ils parlent en fait de ce qu'on appelle le cœur de la science-fiction, c'est-à-dire les récits à forte probabilité scientifique. Par exemple, Arthur Clarke est un auteur de hard science fiction. Et comme par hasard, Arthur Clarke, c'est aussi un Britannique, comme Bacon et comme Thomas More. On avance encore, vous voyez, je passe pas mal de temps sur le grand siècle. C'est un siècle que j'aime beaucoup, moi, le grand siècle, parce qu'on se rend compte que le XVIIIe, le siècle des Lumières, et même l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, finalement, n'aurait pas existé sans ce siècle immense de découvertes scientifiques et de mutations politiques qui est le XVIIe siècle. En 1658, on est là, un libertin du grand siècle visite les autres mondes. En 1658, un libertin du grand siècle visite les autres mondes. Alors, Cyrano de Bergerac. oui, très bien. Cyrano de Bergerac. Littéralement, d'ailleurs, le texte s'appelle L'autre monde. L'autre titre, c'est Les États et empires de la Lune et du Soleil. Les États et empires de la Lune et du Soleil. Alors, Cyrano de Bergerac est évidemment une approche très différente ici. Voilà, en voilà un bel exemple. Alors ici, Cyrano de Bergerac nous rapproche aussi de la science-fiction, mais d'un autre côté. Cyrano de Bergerac visite les États et empires de la Lune et du Soleil, qui sont l'occasion pour lui de faire la satire au vitriol des comportements politiques et des comportements sociaux de son époque. Il fait ce que fera Montesquieu au siècle suivant avec les lettres persanes. C'est-à-dire qu'il affecte un regard décalé pour mieux critiquer, sous couvert d'imaginaire, le monde réel. Alors ici, vous voyez, il s'envole vers les États et empires de la Lune et du Soleil grâce à des fioles de rosée qui sont réchauffées par la chaleur du Soleil. Alors il nous décrit, avec un mélange de connaissances scientifiques et de pure fantasmagorie, comment il s'élève et puis parvenu à un point d'équilibre gravitationnel, il se retourne après pour retomber vers la Lune. On a l'impression de voir ce qu'on verra dans Destination Moon, inspiré par Robert Heinlein dans les années 50, ou peut-être dans le voyage, par exemple, de la Lune, raconté et décrit par Hergé, par exemple, dans les aventures de Tintin. Donc, Cyrano, il apporte quelque chose qui manquait. On avait l'objet technique, on avait la science au cœur de la cité, on avait l'utopie, l'ailleurs, si je reprends Thomas More, donc la possibilité d'un ailleurs, puis la science au cœur de cet ailleurs, puis, étape d'après, l'objet technique. Cyrano, il n'apporte pas d'objet technique, pas du tout, il nous décrit des mondes complètement fantasmagoriques. Alors, qu'est-ce qu'il apporte qui est aussi un élément constitutif de la science-fiction et qui jusque-là manquait? Un personnage témoin, oui et non, parce que finalement lui-même raconte ses voyages, mais en même temps les personnages témoins, il y en a déjà dans les textes précédents. C'est toujours d'ailleurs des navigateurs qui se perdent, qui sont récupérés par les habitants de l'Utopie ou de l'Atlantide et auxquels on va décrire, expliquer les mœurs, etc. Donc le personnage, c'est pas vraiment ce qu'il apporte. Une critique sociale? Oui, très bien. Un vrai élément de critique sociale, mais pas simplement une critique politique, parce que c'était souvent ça, la base de l'utopie, mais une critique vraiment sociale, c'est-à-dire qu'il va critiquer véritablement les mœurs de l'époque. Et cette critique sociale, il va la faire avec une parfaite mauvaise foi, c'est-à-dire dans la plus complète des mesures. C'est la moquerie, c'est l'humour, et c'est la satire, qui sont des éléments constitutifs de la science-fiction. À dire vrai, aujourd'hui, on ne peut pas lire un texte de science-fiction si ce texte de science-fiction est d'un sérieux consommé et mortel. La science-fiction, c'est aussi un divertissement, c'est aussi une moquerie, c'est aussi quelque chose qui doit être un petit peu effervescent, qui doit être un petit peu léger. Et Cyrano, littéralement, en s'envolant avec ses gouttes de rosée, nous apporte ça, le pétillant, la légèreté de la science-fiction qui doit rester toujours, d'abord et avant tout, un divertissement, une moquerie, quelque chose qui est plus de l'ordre de l'évocation que de l'analyse strictement scientifique ou strictement politique. Alors moi je pense que effectivement, même si la science est quand même
finalement assez peu présente, et souvent aussi tournée en dérision, il tourne beaucoup les savants de son temps en dérision, eh bien on ne peut pas ôter Cyrano des éléments constitutifs de ce qui nous rapproche petit à petit de la science-fiction. Alors on en a fini avec le grand siècle et on arrive au 18e. Vous voyez, d'habitude, la science-fiction, lorsqu'on nous en parle, c'est Jules Verne, c'est 1863. Je ne l'ai même pas marqué, hein, mais il est là, bien sûr. Allez, j'avance un peu parce que je vois que l'heure tourne. 1771. Ah, ça y est, ce que vous adorez tous, parce que nous sommes tous les enfants des Lumières d'une certaine manière. On est en plein dans le siècle des Lumières. On est à presque quelques dizaines, enfin même pas, 71, à moins de 20 ans avant la Révolution française. On est en France, et on a un Parisien. Bon, ici on est à Nantes, hein, alors il faut arrêter avec le centralisme parisien, mais bon. On a un Parisien qui change d'optique et découvre l'Uchronie. Un Parisien qui change d'optique et découvre l'Uchronie, et qui franchit un pas supplémentaire comme élément constitutif de la science-fiction. Si je fais un petit résumé, on a l'ailleurs, la science, l'objet technique, la démesure et la dérision. Qu'est-ce qui nous manque encore et qu'on n'a pas vraiment prononcé encore? D'abord, l'Uchronie, ça pourrait être quoi? Vous avez vu, je fais exprès de le mettre entre guillemets, puisque le mot Uchronie n'existe pas encore. Le mot Uchronie, c'est Charles Renouvier, un républicain, un penseur républicain français, qui l'écrira véritablement, qui le formulera beaucoup plus tard, en 1876. Alors, qui est ce Parisien qui change d'optique et découvre l'Uchronie? Alors, je vous rassure, il est peu connu. Il est très peu connu, et en réalité, il est connu surtout, pas pour son Uchronie, qui en est bien une, à n'en point douter, mais il est connu pour son magistral tableau de Paris, où il nous décrit la ville de Paris sous toutes ses coutures, dans toutes ses composantes sociales, la moindre rue, la moindre histoire, élément historique de Paris, le moindre monument est décrit. Ce tableau de Paris, ça vous dit quelque chose? C'est un homme des Lumières, un libre penseur, critique, mais très réaliste dans la plupart de son œuvre, Louis-Sébastien Mercier. Louis-Sébastien Mercier, l'auteur du tableau de Paris. Le voilà, Louis-Sébastien Mercier. Alors Louis-Sébastien Mercier, c'est un Français, parisien, voilà, auteur d'un magistral tableau de Paris, jusque-là tout va bien, pas de raison de le voir dans la science-fiction. Sauf que, en 1771, il nous écrit un texte fabuleux, qui est toujours disponible aujourd'hui, qui a été réédité, et qui s'appelle L'an 2440, l'an 2440, ou Rêve s'il en fut jamais. L'an 2440, ou Rêve s'il en fut jamais. Et qu'est-ce qu'il nous raconte dans l'an 2440, ou Rêve s'il en fut jamais? Il nous raconte le réveil d'un homme du XVIIIe siècle qui est resté endormi pendant plusieurs siècles, plusieurs centaines d'années, et qui se réveille dans un Paris du XXe siècle entièrement dominé par la science. C'est la première fois qu'un auteur d'utopie nous projette, non pas dans l'ailleurs, mais dans le temps. Et ce premier voyage dans le temps n'est pas un voyage vers le passé, c'est, tout comme le fera Wells plus tard, un voyage vers le futur. On est toujours dans le contexte du voyage imaginaire, qui a dominé tout le XVIIIe siècle, avec en plus la force de l'orientalisme, puisqu'il y avait une fascination pour l'Orient au XVIIIe. Et ce voyage se fait non pas vers l'ailleurs, mais vers le futur. C'est la première fois que l'utopie, c'est-à-dire ce monde qui n'existe pas, ou qui est le monde idéal du bonheur, est projeté vers l'avenir, vers le futur. Et voilà un autre des éléments constitutifs de la science-fiction, le choix d'un déplacement spatio-temporel, c'est-à-dire pas simplement un ailleurs dans l'espace, mais aussi un ailleurs dans le temps.
Et si je reprends ma petite présentation, ma petite synthèse, ici, j'attire votre attention sur la construction du mot uchronie, tout simplement par rapport à utopie. Donc l'ambiguïté toujours de la racine grecque, c'est-à-dire ou qui n'existe pas ou qui est idéal, ou et où, et chronos, c'est le temps. Donc le temps qui n'existe pas. Et ce temps qui n'existe pas, forcément, quand on est rationnel et quand on est un esprit des Lumières, c'est celui qui n'est pas encore là, donc c'est le futur. Alors l'Uchronie, après, est devenue dans la science-fiction, notamment au XIXe siècle, surtout ce que vous connaissez bien aujourd'hui, c'est redevenu complètement à la mode. Il faut savoir que le mot Uchronie était dans le Larousse de 1880. Et qu'ensuite il a complètement quitté le vocabulaire et qu'il est revenu aujourd'hui parce qu'il est à la mode. L'Uchronie, ce que vous voyez spontanément comme étant l'Uchronie, c'est les histoires parallèles. Ce que les anglo-saxons appellent alternate history, c'est-à-dire que se serait-il passé si les utopias n'avaient pas eu lieu. Alors, on se serait ennuyé, on serait obligé d'aller au Vendée Globe. Donc, ça aurait été une catastrophe. Même si le Vendée Globe, j'adore et c'est très sympa. Mais l'Uchronie, au départ, au tout début, c'est simplement le temps qui va arriver, qui n'est pas encore arrivé. Et la capacité à penser le futur, c'est quelque chose de profondément nouveau et qui est le résultat du progrès qui est devenu l'un des mots-clés de l'encyclopédie, dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est-à-dire ce que sera demain. Alors Mercier n'est pas le seul, n'est pas le seul à penser le futur. Un autre très célèbre auteur qui pense le futur, l'auteur au XVIIIe siècle, un marquis, acteur de la Révolution, acteur en tout cas des changements de mentalité, il nous écrit l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Condorcet, très bien. Eh bien, dans son tableau des progrès tableau historique des progrès de l'esprit humain, Condorcet fait 10 époques, et la 10e époque se situe dans le futur. Donc vous voyez, Mercier n'est pas le seul à oser le futur. Sauf que Mercier, dans l'an 2440, lorsqu'il ose le futur, il en fait aussi un futur qu'il décrit comme dominé par la science. Alors, ce futur, en quoi ça consiste? Eh bien, le roi de France. Alors, il manque un peu de pertinence politique. Alors, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'en 2440, on sera de nouveau en monarchie, on verra. Mais en tout cas, on ne verra pas, non, mais nos lointains descendants verront, pas sauf si on invente une machine, je m'égare. Il décrit une monarchie absolue, vous voyez, pas tellement d'audace de son côté, mais une monarchie absolue fondée sur la science. Et il nous donne cette phrase absolument fabuleuse, il dit le télescope est le canon moral de cette époque. Le télescope est le canon moral de cette époque. Alors, il joue merveilleusement sur l'ambiguïté du mot canon. Le canon, c'est à la fois l'arme, et on sait à quel point le progrès technique a été aussi un progrès militaire. La balistique inventée au XVIe siècle a complètement changé les rapports de force entre les nations. Mais c'est aussi le canon. Vous savez ce que c'est un canon? Dans l'Église catholique, c'est un article de dogme, en tout cas, ou une partie de la théologie. Eh bien, le canon moral de Newton, enfin le canon moral, de Louis-Sébastien Mercier, c'est le télescope. C'est-à-dire, c'est l'observation de l'univers qui doit organiser la cité. Alors il nous revient, avec beaucoup de finesse et beaucoup d'intelligence, on revient à Campanella. Campanella qui avait voulu faire de la cité le reflet de l'univers, et on a un hommage à Campanella dans Louis-Sébastien Mercier, qui est un hommage en plus explicite. Il cite Campanella dans l'an 1404. Donc au cœur des Lumières, on a pratiquement, tous les éléments constitutifs de la science-fiction. L'utopie, la science, la technique, la dérision et le futur. Qu'est-ce qui nous manque? Allez, on passe au 19e, 1824. Un conte français, vous avez vu, les Français reprennent la main. Un vieux conflit entre la France et l'Angleterre, la perfide Albion, qui pourtant nous a apporté énormément de choses à bien des niveaux, et d'ailleurs on pourrait dire que la France sans l'Angleterre n'existerait pas, et vice-versa. Ces deux nations se sont
construite l'une l'autre en regard. En 1824, un comte français pose la loi de la gravitation utopique. Alors, qui est ce comte français qui pose la loi de la gravitation utopique et qui va plus loin que ça encore? Il invente un nouveau catéchisme, celui qu'il appelle le catéchisme des industriels. On est dans la première partie du XIXe siècle, on est dans une industrialisation très rapide, et on comprend que la machine, l'objet technique, va changer le monde. Et d'ailleurs, en 1824, le libéralisme a triomphé, l'Empire a été balayé, on est dans la Restauration et bientôt dans la monarchie de Juillet, on est dans la monarchie libérale, on est dans le libéralisme politique, les partis sont en train d'émerger. Le système des partis en France, c'est 1830. Et en même temps, on a un changement profond des mentalités. La population française devient plutôt une population urbaine, les ouvriers agricoles deviennent des ouvriers industriels, on découvre les ateliers, et le monde est en train de changer. À partir de 1848, après le printemps des peuples, l'enjeu sera le prolétariat. Alors c'est qui ce comte qui est l'un des précurseurs de l'esprit positif? Saint-Simon, ouais. Le comte Claude-Henri de Rouvroy, pas le duc, hein. Le comte Claude-Henri de Rouvroy, comte de Saint-Simon. Eh bien, comte de Saint-Simon, il invente la gravitation utopique, c'est-à-dire l'idée que la société, dans son organisation, doit répondre aux mêmes lois que les lois physiques. Alors il y a quelque chose qui est toujours dans la continuité ici. Tommaso Campanella nous expliquait que la cité devait imiter l'univers, et en 1824, Saint-Simon nous explique que ce n'est pas simplement l'univers qu'il faut imiter, c'est la gravitation universelle. Et s'il y a une loi de la gravitation universelle, alors la cité humaine doit suivre les lois de la gravitation utopique, ici, ou de la gravitation sociale. Et il fait quelque chose d'absolument fabuleux. Il reprend Francis Bacon et il crée ce qu'il appelle un conseil de Newton. Et ce conseil de Newton doit guider les grands travaux industriels qui garantiront à la France sa prospérité. Et la science appliquée, l'objet technique, devient la promesse de la prospérité économique. C'est-à-dire, le progrès technique donnera à la France non seulement le leadership sur l'Europe, mais elle donnera la prospérité économique, c'est-à-dire l'abondance des biens. On est presque déjà dans la société de consommation. Alors ce conseil de Newton, il est composé de scientifiques, mais plus encore que de scientifiques, d'un personnage qui deviendra très important dans la science-fiction, il est composé des ingénieurs. C'est-à-dire ceux qui ne disposent pas d'un savoir théorique, forcément, mais qui savent mettre, je dirais, les mains dans le cambouis, les mains dans la machine. Et on a un nouvel élément qui apparaît, qui est la machine en tant que telle, l'objet technique comme personnage du récit. Ce qu'on appellera plus tard dans la science-fiction le robot, l'ordinateur. Ça apparaît chez Saint-Simon. Alors je vous passe les détails, mais par exemple il nous explique dans le catéchisme des industriels qu'il faut organiser le Parlement en 3 chambres. Il y a la chambre d'invention, où on met beaucoup de scientifiques et de théoriciens qui réfléchissent. Puis la chambre d'examination, où il y a moitié de scientifiques, moitié ingénieurs, qui regardent si les projets sont réalisables. Et si les projets sont réalisables, il y a la chambre de réalisation, qui est composée exclusivement d'ingénieurs, de techniciens, qui savent comment faire pour concrétiser et réaliser les objets techniques ou les grands projets techniques. Mais arrivé ici, en 1824, comme vous savez, on se rapproche de Jules Verne. Il n'y est pas tout à fait encore, mais on se rapproche. Eh bien, on a tous les éléments constitutifs. L'ailleurs, la science, l'objet technique, la dérision, l'humour, la critique sociale, le futur, et véritablement l'idée que concrètement les ingénieurs deviennent des éléments clés du futur, de la construction d'un nouveau monde. Alors pour faire la science-fiction, il manque quoi alors encore? Qu'est-ce qui nous manquait pour faire la science-fiction? Véritablement. Vous avez tous les éléments, hein, a priori.
qu'est-ce qui nous manque pour pouvoir vraiment parler de science-fiction? Qu'est-ce qui a été jusque-là, je dirais, toujours secondaire dans tout ce que je vous ai dit? Toujours secondaire. Je vous cite Stephen King. Stephen King, il dit raconter une histoire, c'est 3 éléments. Et il le dit très bien dans Écriture, un magnifique ouvrage où il explique son rapport à l'écriture. Il dit c'est 3 éléments. Une situation, une intrigue et des personnages. La situation, c'est la situation de départ. Elle peut être dramatique, elle peut être stable. On en a. Des personnages, finalement, on en a eu aussi. Hein, ces navigateurs qui se perdent et puis qui se retrouvent dans des cités idéales. Non, ce qui nous manque, et qu'il n'y avait pas jusque-là, c'est l'intrigue. Aucun des auteurs dont je vous ai parlé n'a été capable véritablement de faire une intrigue. Pas de rebondissement, pas de rapport ou d'évolution de rapport entre les personnages, pas de quête, pas d'enjeu, juste le plaisir d'une évasion et le plaisir d'une réflexion sur le monde et d'une critique. Eh bien, ce qui manquait, c'est véritablement une histoire. Et en 1895, un écrivain britannique met l'utopie, ou remet l'utopie en mouvement, c'est-à-dire qu'il nous explique que raconter une histoire comme un conte, c'est ça qui fait véritablement ce qu'on peut qualifier de récit de science-fiction. Alors cet écrivain britannique, en 1895, il écrit « Quand le dormeur s'éveillera ». C'est pas son texte le plus connu. William Morris? Non. 1895. C'est aussi un penseur très marqué par le scientisme, grand lecteur de Francis Bacon, progressiste, même très lié au socialisme aussi, britannique. Allez, ces 2 plus grandes œuvres, est-ce que je peux... Bon, il suffit que je vous donne le titre et vous allez déjà trouver le récit d'une invasion martienne. C'est Wells. Herbert George Wells. Et Herbert George Wells, eh bien, va remettre l'utopie en mouvement en écrivant 3 textes essentiels. Un qui est vraiment un texte de pure science-fiction, La guerre des mondes, où il raconte une invasion martienne, et qui est une manière pour lui de dénoncer l'impact de la technique et le rôle de la technique, puisque les Martiens gagnent dans un premier temps parce qu'ils sont simplement plus avancés technologiquement que les humains. Autre texte important, Quand le dormeur s'éveillera, qui est finalement la continuation des utopies et des uchronies telles que Louis-Sébastien Mercier les avait posées, c'est-à-dire que le personnage principal s'endort à l'époque de Wells et se retrouve dans un futur lointain qu'il ne comprend plus. Mais le plus important de tous, le plus intéressant, celui qui fonde véritablement la science-fiction, peut-être plus encore que Jules Verne, que j'ai volontairement mis de côté ici, c'est La machine à explorer le temps. Et La machine à explorer le temps, ben, c'est pour moi, et c'est pas moi qui le dis, hein, tout le monde est très largement d'accord là-dessus, c'est véritablement la rencontre entre 2 mondes. Le monde de l'utopie scientifique, tout ce qu'on a vu jusque-là, et véritablement la naissance de la science-fiction. Que nous raconte La machine à explorer le temps? Eh bien, le narrateur invente une machine à voyager dans le temps. Il part en l'an 800-2725, je crois, toute trou de mémoire, enfin c'est 800-2000 quelque chose. Et il se retrouve dans un monde complètement hallucinant, où l'espèce humaine a été divisée à force de se spécialiser, et où finalement on trouve 2 races, deux composantes, les Élois en haut, qui vivent dans une sorte de jardin d'Éden, et les Morlocks en souterrain, qui travaillent comme des esclaves sur des machines gigantesques et démesurées. Et petit à petit, au fil des découvertes du narrateur dans cette machine à explorer le temps, on se rend compte en réalité que l'utopie n'est pas là où on pense. Et que le monde idéal des Élois n'est en fait que la conséquence négative de l'existence des Morlocks. Et qu'en fait, les véritables maîtres du monde sont les Morlocks qui pilotent les machines, qui contrôlent les machines, et qui la nuit sortent de temps en temps pour aller se nourrir des Élois.
Et Wells nous dit d'une certaine manière, attention aux faux semblants de l'utopie. Et attention aux faux semblants de ce qui peut sembler, aux faux semblants de ce qui peut sembler un idéal, alors qu'en réalité, c'est une contre-utopie. Et voilà ce qui manquait, enfin, l'intrigue. Qu'est-ce qu'une intrigue? C'est raconter une histoire où il se passe des choses problématiques. C'est pratiquer ce qu'on appelle au sens strict de la narration le drame. Tant que vous racontez une histoire où tout va bien, une histoire linéaire, où finalement rien n'est véritablement il n'y a pas d'enjeu. Le personnage va, explore, regarde, écoute ce qu'on lui dit, sans jamais être en danger. On n'est pas dans la science-fiction. Pour être dans la science-fiction, il faut être dans le drame. C'est-à-dire qu'il faut un élément négatif, une mise en danger du personnage, une crise qu'il va devoir résoudre. Et effectivement, pour la première fois, dans La Machine à explorer le temps, le narrateur se retrouve confronté à sa disparition, à la menace des Morlocks, à son incompréhension des Élois. Et Wells nous fait découvrir quelque chose qui est fondamental dans la science-fiction, le changement de point de vue. Ce qu'en science on appellerait un changement de référentiel. C'est-à-dire qu'il vous dit, attention, méfiez-vous du regard que vous avez sur le monde, car si vous changez de point de vue, vous comprendrez peut-être que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Et c'est ça le rôle de la science-fiction aussi, c'est en vous amenant loin dans l'espace et loin dans le temps, elle vous oblige à changer le regard que vous avez sur le monde, par l'intermédiaire de la fiction. Et là, on est véritablement dans la science-fiction. Et pour moi, Wells est véritablement un auteur qui incarne plus que la filiation, la symbiose entre l'utopie et la science-fiction naissante. Ce n'est pas l'utopie mourante qui passe le relais à la science-fiction naissante, c'est l'utopie qui est métabolisée par la science-fiction. Alors vous allez me dire, il manque quelque chose. Alors bien sûr, il y a plein d'étapes qu'on pourrait reprendre. Vous allez me dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre raisonnement. C'est que finalement, la science-fiction ne va pas être utopique. Parce que finalement, puisqu'il s'agit de raconter des drames, la science-fiction va être plutôt négative. Et c'est vrai, si vous regardez 1984, George Orwell, Le meilleur des mondes, Aldous Huxley, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, vous allez me dire, tout ça, ce sont des mondes négatifs, ce ne sont pas des utopies. Mais je vais vous répondre en fait tout simplement, le processus est exactement le même. C'est-à-dire que quand vous voulez montrer les problèmes du monde, quand vous voulez rendre sensible au lecteur ce qui ne va pas, vous avez deux manières de faire. Soit vous lui décrivez un idéal statique, c'est ce qu'ont fait pratiquement tous les auteurs jusque-là, soit vous prenez les dérives du monde actuel et vous les démultipliez, en sachant très bien que ce que vous allez décrire n'arrivera pas. Ni George Orwell, ni Aldous Huxley n'étaient convaincus que ce qu'ils décrivaient était le futur. La science-fiction n'est pas de la prospective. Elle n'a pas la prétention à décrire le futur. Elle a simplement la mission qu'elle se donne, en extrapolant les dérives du présent, d'avertir sur ce qui pourrait arriver. Mais elle n'a jamais la prétention d'être une description du futur. Elle n'est pas Cassandre. Elle n'est pas de la prospective, c'est très 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 différent. Elle est simplement un jeu intellectuel, un jeu entre l'auteur et le lecteur, qui vous dit ceci, regardez votre monde, si maintenant je prends tel élément qui vous semble inoffensif, et si je le multiplie par 100, par 1000, par 10 000, regardez, acceptez de faire le saut conceptuel et regardez ce qui se passe. Voilà le rôle de la science-fiction. Et ce rôle de la science-fiction, c'est exactement, même si elle est contre-utopique la plupart du temps, c'est exactement le rôle, c'est exactement le but que s'étaient donné les utopistes depuis Thomas More, c'est-à-dire rendre sensible ce qui ne va pas en pointant un idéal, ou au contraire, en allant dans le drame, dans l'horreur la plus parfaite. En l'occurrence, la science-fiction s'était pas beaucoup trompée, l'horreur totalitaire
le siècle des extrêmes, selon l'expression de Hobsbawm, un des grands historiens du XXe siècle, a bien été le XXe siècle. Donc la science-fiction l'avait parfaitement perçu. Et aujourd'hui, je vais conclure, parce qu'on est déjà au-delà de l'heure. Aujourd'hui, elle continue, une dernière petite référence qui vient comme un petit contrepoint à ma présentation. 1988, un Écossais conçoit l'utopie assistée par ordinateur. Non. Gibson. Alors, bonne intervention. Mais Gibson, c'est pas l'utopie assistée par ordinateur, c'est plutôt la contre-utopie, un monde déshumanisé, le cyberpunk, les réseaux, l'augmentation, l'aggravation des inégalités sociales. Finalement, il perçoit presque quelque chose qui existe. Non, on retrouve presque en contrepoint un Écossais, donc un auteur écossais, qui va nous dire, finalement, on n'est pas obligé de passer par le drame, on peut aussi passer par l'absence de drame. Alors c'est qui cet Écossais? Ian Banks. Oui, très bien. Je vous le montre, le voilà, notre ami. Ian Banks, que j'aime beaucoup et qui est l'un des plus brillants auteurs, à mon avis, à l'heure actuelle de space opéra et de science-fiction. Ian McBanks, donc, c'est véritablement lui qui, en décrivant un monde dominé par les intelligences artificielles, où l'être humain n'a plus qu'à jouir de sa liberté, renoue, après presque un siècle et demi, avec l'utopie positive, mais avec quand même une certaine subversion. Alors voilà ce qu'il nous dit. Je cite un chercheur en sciences politiques qui se sert de l'œuvre de Banks pour travailler sur des modèles de pensée politique. Il dit, voilà, je vous traduis, il a imaginé une société future, presque une utopie technologique, où tout le travail, pratiquement tout ce qui est à faire, que ce soit un travail intellectuel ou physique, tout le travail a été assigné à des intelligences, des esprits invisibles, artificiels, et des drones. Et tout est fait pour que les êtres humains n'aient qu'à se reposer, qu'à se cultiver, qu'à se divertir. Et il nous explique que l'intelligence artificielle, qui est devenue quelque chose d'aussi banal qu'un téléphone portable ou qu'une voiture dans le monde de Banks, est un compagnon, un partenaire, parfois un conseiller, et même un ami. Et que, en définitive, cette humanité indolente, cette humanité presque candide, quelque part, elle se déshumanise aussi. Parce que qu'est-ce que l'humain sans son agressivité? Qu'est-ce que l'humain sans la jalousie? Qu'est-ce que l'humain sans le conflit? Peut-être que ça n'est plus un être humain. Et il nous décrit une utopie galactique assistée par ordinateur, mais tellement assistée que les êtres humains n'en deviennent presque plus des êtres humains. Et on retrouve encore une fois, et je trouve que c'est bien la preuve que l'utopie a toujours à faire avec la science-fiction, on retrouve comme chez Wells cette balance en quelque sorte entre ce qui semble être idéal et qui ne l'est pas, et ce qui semble être horrifique et qui peut-être va arriver, sauf si nous agissons pour l'empêcher. Voilà, merci, j'étais un petit peu trop long, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était assez clair? J'ai essayé de vous donner quelques éclairages, quelques clés. Pas de questions particulières? C'est bon? Non? Bon, écoutez, merci de votre attention, et puis bonne continuation pour les autres.